Donc, bienvenue à cette réunion de présentation du DJCE. Alors, voilà la façon dont les choses vont se dérouler. On va d'abord vous présenter l'année de Master 1, puis Philippe Ouddenot vous présentera l'année de Master 2, qui est vraiment particulière par rapport à l'année de Master 1. Et on vous exposera ensuite la procédure et les critères de sélection, sachant que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser par oral en branchant vos micros, ou vous pourrez aussi les poser par le chat. En tout cas, si on ne répond pas à toutes les questions, on vous invite évidemment à nous poser celle-ci. Alors, s'agissant de l'année de Master 1, elle va être en réalité assez proche de ce que vous avez connu jusqu'en L3, puisque le choix que nous avons fait à l'Université de Bordeaux, c'est d'avoir une année de Master 1 en droit des affaires qui soit assez généraliste. Donc finalement, quel que soit le parcours dans lequel vous êtes inscrit dans la mention droit des affaires, il y a un certain nombre de cours qui sont communs. Donc vous vous retrouverez très souvent dans une configuration amphithéâtre, avec des étudiants d'autres parcours, et puis dans une configuration TD, donc assez proche de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Alors simplement, nous avons identifié en Master 1, dans le parcours M1 DJCE, les matières qui nous paraissaient importantes. Comme matière en TD, c'est le droit des affaires, donc le droit bancaire au premier semestre et le droit des procédures collectives au second semestre. Et pour ce qui est de la seconde matière à travaux dirigés, eh bien, c'est le droit fiscal des affaires pour chacun des semestres. Et puis, vous aurez ensuite un certain nombre de matières obligatoires, parce qu'on considère qu'elles sont indispensables pour pouvoir aborder l'année de Master 2. C'est le droit spécial des sociétés, le droit international privé et la comptabilité, le droit de la distribution. Et puis, vous avez ensuite toute une série d'options. Nous avons sélectionné les options les plus pertinentes. Et sur le premier semestre ou le second semestre, vous pouvez sélectionner les options qui vont du droit patrimonial de la famille au droit pénal des affaires, droit de la propriété industrielle et commerciale, droit de la concurrence, etc. Donc, le choix d'options est totalement libre et choisissez vraiment les options qui vous intéressent puisqu'on a déjà fléché toutes les matières qui étaient impératives. Donc, sur cette année de Master 1, une année assez classique, mais on va quand même essayer de faire des choses qui vont être spécifiques à votre parcours. Alors, d'abord, on organisera pour vous un atelier, par exemple, coaching recrutement, où vous serez donc avec un associé, c'est le cabinet FIDAL en l'occurrence, qui va vous donner toute une série de clés sur la façon de se présenter, de préparer un entretien d'embauche, de recrutement, pour le CV, il y aura des simulations, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on vous apportera en Master 1. Vous aurez par ailleurs des séminaires particuliers qui vont venir s'ajouter pour, par exemple, tout ce qui est digitalisation du droit et des professions juridiques. Sous l'égide de la chaire droit des affaires et fiscalité, vous serez invité à toute une série de conférences. Alors, vous l'étiez déjà en L3, mais là, ces conférences vont être plus ou moins obligatoires quand vous serez en Master 1, donc des conférences sur des sujets très variés, la découverte des métiers de l'administration fiscale. J'espère que vous viendrez à la conférence de mercredi, donc au PJJ, vous avez une invitation. La semaine prochaine, être avocat dans un Big Four. Donc, n'hésitez pas à venir à ces conférences dès la L3, et puis vous verrez qu'en Master 1, il y aura d'autres conférences, mais qui cette fois-ci seront obligatoires pour votre parcours. Vous aurez la possibilité, si vos résultats l'autorisent, mais en général, les étudiants du DJCE n'ont aucun problème, à participer à un stage pour la déclaration, donc impôt sur le revenu, 2 jours de formation, 3 jours de stage pour aider l'administration fiscale, enfin pour aider les contribuables à remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, il y aura bien d'autres choses. Donc, pour résumer, une année classique universitaire, mais avec des choses en plus pour commencer à forger un esprit de promotion. Par exemple, Philippe Ouddenot qui est là, vous fera aussi un petit atelier, si possible au premier semestre, on verra, sur le CV, la lettre de motivation. Donc voilà, vous aurez plein de choses en plus, mais ça reste une année assez classique. En revanche, c'est vraiment l'année de Master 2 que la singularité de ce parcours va s'accuser. Et là, je laisse Philippe vous parler du Master 2. Alors, sur le Master 2, effectivement, c'est une année beaucoup moins classique, dans la mesure où on l'a
dit, on la décrit comme très professionnalisante. Alors, professionnalisante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les étudiants de Master 2 perdent quelque part leur titre d'étudiant c'est-à-dire en apprentissage, et de ce point de vue, ils auront un contrat de travail avec leur employeur, que ce soit un cabinet d'avocats, que ce soit un groupe ou l'administration fiscale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de timing, les cours de Master 2 commencent tout début septembre. L'année dernière, ou cette année, c'était le 4 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, septembre, octobre, novembre, vous êtes à l'université à Bordeaux. Ensuite, décembre, janvier, février, vous êtes chez votre employeur full-time. Donc, vous êtes à plein temps chez votre employeur. Vous revenez début mars, et mars, avril, mai, vous êtes à nouveau à Bordeaux, et au mois de juin, vous partez à Montpellier, j'aurai l'occasion de revenir, faire un certificat de spécialisation. Et à compter de début juillet, août, septembre, vous repartez chez votre employeur, sachant que vous avez, si votre employeur le souhaite et vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre chez le même employeur votre contrat d'apprentissage pour la période octobre, novembre, décembre. Donc, en résumé, vous avez au minimum 2 fois 3 mois chez votre employeur, voire 3 mois la première période et 6 mois la seconde période. Donc, ça, c'est un point majeur qui vous permet également de vous différencier de la plupart des masters de droit des affaires et fiscalité, y compris au sein des JCE, puisque je disais, il y a 11 DGCE en France et en Navarre, il y a simplement 2 DGCE qui font de l'alternance, de l'apprentissage. Donc ça, c'est un point. Alors sur le point tout à fait pratique, deux avantages significatifs pour l'alternance. Le premier, évidemment, c'est que là, vous êtes confronté à la vraie vie, puisque vous pouvez imaginer que pendant 9 mois, vous allez, la première période, c'est une période un peu d'intégration au sein du cabinet ou de l'entreprise ou de l'administration fiscale. La deuxième période, c'est qu'on attend effectivement que vous soyez opérationnel. Et donc, on va vous former pour ça, etc. Le deuxième point, qui n'est quand même pas négligeable, c'est que vous êtes rémunéré et vous êtes rémunéré à partir de début septembre. Et donc, y compris pendant les périodes pendant lesquelles vous êtes à la fac, vous touchez une rémunération qui est variable, mais qui est au minimum d'un peu moins de 1 000 euros et qui peut monter. Cette année, il y a des alternants qui sont à 1 400 euros parce qu'ils sont dans des grands groupes et L'Oréal ou Carrefour ont des bonnes rémunérations pour les alternants. Donc, voilà la première grosse caractéristique, évidemment, qui change complètement par rapport au Master 1. Le deuxième point, c'est toujours sur la nature des interventions, c'est que là, vous aurez beaucoup de professionnels qui vont intervenir. Beaucoup de professionnels qui vont intervenir, de sorte que, d'ailleurs, on a des difficultés à caser toutes les interventions. Et on a plus de demandes que de possibilités pour permettre aux gens d'intervenir. Donc, souvent sous des séminaires d'une journée. Et c'est à cette occasion que les intervenants essayent de transmettre leur savoir-faire. Alors, comment font-ils? Eh bien, essentiellement, et là, c'est encore une particularité, essentiellement sous forme de cas pratiques. Alors, les cas sont plus ou moins sérieux, demandent plus ou moins de préparation. On a notamment le tax game qui est fait par Baudin-Prat, on a le legal game, on a les cas de l'administration fiscale, la DVNI. Pour ceux qui viendront à la conférence, c'est mercredi, vous verrez ce qu'est la DVNI, qui vérifie tous les grands groupes français du CAC 40.
etc. Et donc, la troisième caractéristique qui découle un peu de celle-là, c'est que vous allez devoir apprendre à travailler en groupe. Parce que des petits groupes seront formés, différents selon les cas d'ailleurs, hein, mais vous aurez des temps de préparation et puis eh bien, vous serez en charge de présenter vos éléments de solution, de les défendre devant l'intervenant et de justifier, etc. Et donc, ça veut dire que là, vous n'allez plus être tout seul dans votre coin parce que la vraie vie, dans un cabinet d'avocats et dans les départements des juridiques ou fiscaux des entreprises, eh c'est qu'on travaille à plusieurs. On travaille à plusieurs. Et donc là, eh bien, il va falloir apprendre à travailler ensemble, à se répartir les tâches, à synchroniser, à prendre des positions. Justement, tout ça dans le but d'être mieux formé pour rentrer dans la vie active à l'issue du DJCE. Donc, ça, c'est un point très important. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on travaille en groupe, et donc ça veut dire qu'on n'est plus dans son coin, et donc l'esprit d'équipe, c'est quand même fondamental. C'est fondamental. Et ça, c'est un gros changement, parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande par ailleurs les premières années d'études. Alors, ce qu'on peut dire ensuite, c'est que ce caractère professionnalisant, finalement, il aboutit à vous octroyer, en tout cas si vous les avez, trois diplômes. Le premier, c'est le master droit des affaires et fiscalité. Bon, je ne reviens pas là-dessus, vous aurez la plaquette. Le deuxième, c'est le diplôme d'université qu'on appelle DJCE. Bon, même si vous verrez plus tard dans la vie active que vous direz bien souvent « j'ai fait le DJCE à Bordeaux ». Ce qui veut dire que vous avez fait le master à Bordeaux. Et puis, le DJCE, ce diplôme d'université, globalement, 5 modules fiscal, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail et de la sécurité sociale, et puis enfin, droit du financement. Et droit des contrats. Voilà pour ce deuxième diplôme. Pardon, vas-y, Florence. Non, je ne sais plus si tu as dit droit des contrats, mais il y a aussi technique. Si, un troisième droit des contrats, je pense. Droit des contrats, social et financement. Et enfin, troisième diplôme, ce qu'on appelle le certificat de spécialisation, qui s'obtient après un mois de travail à Montpellier, à l'université de Montpellier, qui organise pour l'ensemble des DJCE de France et de Navarre. Donc, tous les DJCE sont regroupés. Et là, vous choisissez une spécialité et choisissez la spécialité dans laquelle vous avez déjà vos affinités et fait vos preuves, parce qu'effectivement, c'est une spécialisation. Donc, elle n'est pas forcément très facile à obtenir. D'ailleurs, il faut plus de 12 de moyenne pour obtenir ce certificat. Ça se passe sous forme d'un oral avec des professionnels qui vont vous interroger, là encore, sur des cas pratiques. Vous aurez 1 heure de préparation, etc. Et puis, il faudra exposer vos éléments de solution. Et donc, là, de la même façon, vous pourrez choisir un certificat de droit fiscal, de droit des sociétés, de droit social, etc. Et donc, à partir de là, une fois que si vous avez tout réussi, vous sortez avec ces trois diplômes et vous pouvez entrer dans la vie active. Et là, effectivement, on va peut-être en parler après, mais le caractère professionnalisant est quelque part, c'est la preuve parce que les DJCE n'ont pas de problème pour trouver du travail. Pas de problème pour trouver du travail, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Donc voilà, en tout cas, les principales caractéristiques, à mes yeux, que je voulais énoncer sur cette année de Master 2. Merci Philippe. Donc, simplement pour compléter, vous l'avez compris, le DJCE, c'est un diplôme généraliste en droit des affaires, puisqu'il couvre tout le droit des affaires, à la différence d'autres masters qui vont être spécialisés en droit social, spécialisés en fiscalité, spécialisés en propriété intellectuelle, spécialisés en droit des contrats. Le DJCE,
Donc déjà, pour avoir envie de venir au DGCE, il ne faut pas se dire je ne veux faire que du fiscal, je ne veux faire que du droit des sociétés ou je ne veux faire que du droit du travail. Hein. C'est vraiment un diplôme généraliste. Mais là où c'est un diplôme exigeant, c'est qu'on va vous demander d'être bon partout et de vous investir dans l'ensemble de ces champs. Donc, il faudra à la fois être bon en droit des contrats, en droit fiscal, en droit des sociétés. Mais pourquoi, du coup, c'est un diplôme précieux et pourquoi les DGCE, ça marche aussi bien? Pourquoi il y a une telle renommée? Alors, d'une part, parce qu'en général, il y a de très bons étudiants, donc ça aide évidemment à la renommée du diplôme, mais aussi parce qu'en droit des affaires, il est très important pour ensuite pouvoir se spécialiser, d'avoir une excellente base généraliste. On ne peut pas être un bon fiscaliste si on n'a pas fait beaucoup de comptabilité, si on n'a pas fait de la gestion financière, si on n'a pas fait du droit des contrats, si on n'a pas fait du droit des sociétés. Et c'est la même chose dans les autres branches du droit. Même si vous vous spécialisez en corporate, que vous faites de fusion-acquisition toute la journée, si vous n'avez aucune base fiscale, ça va être très compliqué pour vous. Et l'intérêt du DGCE, c'est que c'est un petit peu le côté couteau suisse. Vous ne serez pas des spécialistes de droit du travail, mais s'il y a une question de droit du travail, vous aurez des réflexes. Donc, ça veut dire qu'après, vous saurez communiquer, vous saurez analyser le dossier dans sa globalité, vous saurez aller chercher les experts sur les points sur lesquels vous n'êtes pas expert. Et ça, c'est vraiment la force du diplôme du DGCE. Alors, pour enfoncer, pour vas-y. enfoncer le clou, si effectivement quelqu'un veut faire des fusions-acquisitions plus tard, il ne suffit pas d'être bon en droit des sociétés, parce que si vous ne connaissez pas les principes qui régissent les opérations de fusion-acquisition sur le plan fiscal, autant vous dire qu'on ne vous écoutera pas. Hein. On ne vous écoutera pas. Ça, c'est le premier point. De la même façon, si vous n'avez pas les bases en droit du travail et voir l'impact qu'ont les fusions sur le sort des salariés et des IRP, eh bien, de la même façon, vous passez à côté. Alors, on ne vous demandera pas, quand vous êtes spécialiste de fusion-acquisition, d'être le spécialiste des IRP et les délais de 16 mois, etc. Mais par contre, que vous ayez le réflexe afin justement que vous puissiez travailler avec vos collègues de l'autre département en social, etc. Donc, c'est la raison, et c'est la raison d'être du DGCE. De la même façon qu'en fiscal, ne pas connaître le droit des sociétés ou avoir des vues en compta, ça va être quand même extrêmement compliqué. D'où la nécessité pour nous d'être généralistes pour être un bon spécialiste. Et donc, cela fournit une très bonne transition. S'agissant donc de cette deuxième année de DGCE, intense, ce sera une année intense parce qu'il y aura beaucoup de cours, beaucoup de séminaires, une année passionnante. Hein, quand vous entendez les anciens DGCE, c'est vraiment une superbe année. Mais ça veut dire qu'il faut être capable quand même d'une grosse force de travail. Hein. Il faut, voilà, si on aime bien faire plein de choses sauf travailler, ça va pas super bien se passer en DGCE, hein, parce qu'on forme vraiment des juristes de pointe, des juristes d'excellence qui après ont vocation à intégrer les meilleures équipes. Hein, et on a beaucoup d'anciens qui sont dans des très bonnes équipes, que ce soit à Bordeaux, à Paris ou à l'étranger. Mais ça veut dire qu'il faut donc un vrai investissement. Et ce qui signifie que nous, dans nos critères de sélection, on essaie aussi de repérer ce type de profil. Parce que, donc j'en arrive, vous l'avez compris, aux critères de sélection. Donc, d'abord, avant d'en venir aux critères, la procédure de sélection. Alors, elle est différente selon que vous êtes inscrit à l'Université de Bordeaux ou pas. Pour les étudiants qui sont inscrits à l'Université de Bordeaux, donc c'est une procédure tout à fait classique. Alors, la seule différence par rapport aux années précédentes, c'est que maintenant, il y a une plateforme nationale. Donc, vous allez candidater sur cette plateforme nationale et vous allez décider de candidater au DGCE de Bordeaux. Très bien. Donc, nous, on va examiner les pièces que vous allez nous envoyer, donc en fait, les relevés de notes, CV, lettres de motivation. Et puis ensuite, nous aurons un entretien. On va sélectionner un certain nombre d'étudiants auxquels on fera passer un entretien et cet entretien est décisif. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Il y a aussi la personnalité, ses qualités, sa motivation et ça, bon, on fait ça depuis des années, on arrive assez vite à sentir tout ça. Hein. Donc l'entretien, c'est quelque chose de très important. Pour les personnes qui sont hors Université de Bordeaux, c'est une procédure qui est la même dans tous les centres des JCE. Quand on veut candidater dans un centre des JCE et qu'on n'est pas dans cette faculté, donc quelqu'un qui n'est pas à l'Université de Bordeaux et qui voudrait faire le DGCE de Bordeaux, il doit candidater au DGCE de Bordeaux, donc sur la plateforme nationale, mais ensuite, il y aura un renvoi sur la plateforme de la FNDE, Fédération nationale du droit de l'entreprise. Du droit de l'entreprise, voilà, qui s'occupe en fait de tous les DGCE. Et on va organiser donc une sélection et des auditions
à Paris. Donc, il y aura un jour d'audition pour tous les DJCE de France. Ce sera au mois de juin à Paris. Et nous, par ce biais, eh bien, nous allons, Philippe et moi, recruter des étudiants non bordelais. Parce que la force aussi des diplômes, c'est d'avoir un petit peu de mixité. Alors, si vous êtes un bon étudiant bordelais, on vous prendra, hein, évidemment. Mais chaque année, on va aussi chercher des étudiants à l'extérieur qui viennent un petit peu renforcer nos troupes. Et vraiment, c'est extrêmement intéressant en plus en termes de promotion. Voilà, parce que ça ajoute un peu de nouveauté, des gens qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et tous les DJCE font la même chose, hein. Ils recrutent les étudiants de leur université et puis il y a une sélection nationale pour recruter d'autres étudiants. Alors, s'agissant des qualités, compétences, et puis Philippe reprendra, puis du coup, on en viendra à la lettre de motivation au CV. Ce qu'on essaie, nous, de voir, c'est des gens qui sont capables de beaucoup s'investir. Voilà, qui sont capables d'une grosse capacité de travail. Donc, c'est sûr que si vous avez des bons résultats tous les ans, on va se dire, bah, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui est capable de travailler. On va aussi être assez attentif à vos stages et expériences professionnelles. Alors, avec cette nuance, qu'il nous est arrivé de recruter des très bons étudiants qui n'avaient fait aucun stage parce qu'ils avaient travaillé tous les étés ou ils avaient travaillé pendant l'année. Ça, c'est pas un problème. Vous avez plein de cabinets qui expliquent qu'à la rigueur, ils préfèrent quelqu'un qui a travaillé tous les étés ou qui a travaillé pendant l'année plutôt que quelqu'un qui a fait un stage de 3 semaines en L3 où c'est quand même surtout un petit peu de la découverte du milieu professionnel. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de stage que c'est rédhibitoire. En même temps, si vous avez déjà fait des stages, eh ben c'est très bien et il faut évidemment l'indiquer. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire apparaître. Et il faut aussi, on est aussi très sensible avec Philippe Coudenot à vos activités extra-universitaires, c'est-à-dire dans quoi vous vous êtes investi. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra indiquer sur vos CV. Par exemple, si vous avez pratiqué du sport, alors peut-être pas à un niveau national, mais à un assez bon niveau, hein, je sais pas moi, 10 ans d'athlétisme, bah, super bien, vous êtes ceinture noire de judo, excellent, 8 ans de danse classique, parfait, quel que soit le sport, donc une pratique sportive où vous êtes un petit peu investi ou une pratique artistique, hein, vous avez fait le conservatoire, on dit, voilà, personne, conservatoire, enfin quand même, hein, entre le solfège, l'instrument, il faut beaucoup travailler, c'est exigeant. Donc ça nous montre que vous êtes déterminé, que vous êtes capable de vous engager, que vous êtes capable de vous passionner. Parce qu'un bon étudiant des JCE, c'est un étudiant qui est passionné par ce qu'il fait. Et ça, c'est des choses qu'on essaiera de trouver dans les CV. Parce que ce qui est super pour nous, c'est quand on a des promotions, et Dieu merci, c'est le cas hein, à peu près tout le temps, des étudiants qui sont contents d'être là, qui sont motivés, qui sont enthousiastes. Et ben c'est très bien, parce que quand vous faites cours à des gens qui sont un peu mous, puis qui se demandent ce qu'ils font là, ben c'est pas motivant. Quand vous avez des promotions de gens qui s'engagent un peu enthousiastes et passionnés, pour nous, c'est très bien. Alors, tout ça, comment on essaie de le détecter? Ben déjà, on va lire vos CV. Et alors, vos CV, quelques conseils. Faites des CV sobres. Hein. Ce n'est pas une pub Jiffy. On ne veut pas des dessins dans tous les sens, des choses qui clignotent, des drapeaux. Je suis allée en Italie, drapeau italien. Non, c'est bon. Hein. Donc, quelque chose de très sobre. Hein. Vous n'êtes pas là pour faire de la com ou du design. Vous êtes là pour intégrer des professions juridiques. Donc, il y a des codes. C'est quand même relativement sobre. Donc, quelque chose de clair et bien présenté. Parce que je vous assure, il y a des CV, il faut les relire 15 fois pour comprendre ce que la personne a fait. Ben, ça va pas trop, voilà, hein, le CV, il doit être clair, ça doit être synthétique, ça doit tenir sur une seule page. Pour faire simple, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une rubrique parcours universitaire. Vous partez de l'année en cours et vous redescendez. Vous n'allez pas en deçà du bac, hein, peu importe vos résultats au brevet. Voilà, vous commencez au bac, vous allez L1, L2, L3. Faites apparaître vos mentions si vous avez eu des mentions. Faites apparaître votre rang de classement. Je sais pas moi, quelqu'un qui nous dit qu'il était 30e sur 317 étudiants, on dit bah, c'est drôlement bien. Ou si en première année, vous étiez 48e sur 800, bah, c'est très bien. Alors si vous étiez major, c'est encore mieux. Mais voilà, indiquez votre rang de classement si vous pensez qu'il peut... voilà, les mentions, bien sûr, s'il y en a. Ensuite, vos résultats bah, uniquement pour le premier semestre, hein, compte tenu des dates de candidature. Ensuite, une rubrique stage et expérience professionnelle. Et là, vous faites apparaître vos stages et tous les jobs que vous avez pu avoir, que ce soit des jobs saisonniers ou des jobs à l'année. Et quelle que soit la nature, n'ayez pas de scrupules. Il y a des gens qui ont des complexes. Oh, ouais, j'ai travaillé comme hôtesse de caisse ou hôte de caisse, ou alors j'ai travaillé dans les vignes. Ça n'a rien à voir avec le droit, mais peu importe. Ça montre que vous êtes courageux. Quelqu'un qui est capable de s'habituer à un environnement professionnel, bah, il fait déjà preuve des qualités d'intégration, d'adaptation
qu'on essaiera de développer chez vous en seconde année de master. Donc, faites apparaître toutes ces expériences professionnelles. Et puis ensuite, vous pouvez avoir une autre rubrique où vous nous expliquez vos hobbies, vos sports, artistes, voyages. Faites apparaître votre niveau d'anglais. Alors, soit vous avez passé un TOEIC ou un TOEFL, c'est super bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous auto-évaluer pour savoir si vous êtes C1, C2, C3, B1, B2, B3. Donc, essayez de nous donner votre niveau d'anglais. Sachant que, alors je laisserai Philippe vous parler du niveau d'anglais, des expériences professionnelles. Alors, on ne vous demande pas d'être bilingue, parce que sinon on n'aurait pas forcément beaucoup d'étudiants. On sera attentif au niveau de langue. Plus votre niveau d'anglais est élevé, mieux c'est pour nous, parce qu'on sait que vous aurez fait une grosse partie du chemin. Parce qu'à la fin du M2, si vous voulez être recruté dans des cabinets ou des équipes, des boîtes un petit peu d'envergure, on vous demandera de parler anglais. Si vous n'avez pas encore un excellent niveau d'anglais, on vous demandera carrément à l'entretien qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour qu'il s'améliore en 2 ans. Donc, sachez que c'est pour nous un point de vigilance, le niveau d'anglais est extrêmement important, parce qu'à niveau égal, le cabinet ou l'entreprise choisira celui qui parle le mieux anglais. C'est un critère de sélection. C'est clairement un critère de sélection pour intégrer la plupart des professions juridiques, en tout cas celles que vous ambitionnez si vous préparez le DJCE. Donc, voilà pour le CV, sobre, synthétique, clair, élégant, si possible. Prenez une photo qui vous ressemble. Et le bon test, c'est de demander à quelqu'un qui vous connaît est-ce que cette photo me ressemble. Alors, on ne veut pas les photos profil Facebook. Vous n'êtes pas là pour… voilà, on veut vraiment des photos professionnelles. Vous êtes en tenue professionnelle. Mais néanmoins, il faut être souriant et il faut une photo qui vous ressemble. Il faut une photo qui donne envie. Voilà. Il y a des étudiants qui sont beaucoup moins bien sur leurs photos qu'en vrai. C'est quand même dommage. Il faut quand même donner un petit peu envie. Donc, si vous envoyez une photo qui est une très mauvaise définition en noir et blanc, où on ne vous voit pas, où vous faites la tête, on va se dire, ça ne donne pas très envie. Donc, voilà, on ne vous demande pas d'être top modèle, mais on vous demande d'être avenant et d'être bien habillé, parce que là aussi, c'est un premier contact avec un recruteur. C'est un recruteur pour un parcours, mais on est quand même un petit peu en qualité de recruteur. La lettre de motivation, une seule page. Recto verso, on ne lira pas. Il faut vous habituer à être synthétique. Donc, une seule page. Et là, il faut à tout prix nous expliquer quel a été votre parcours, pourquoi vous voulez venir chez nous et, si vous le savez, ce que vous voulez faire après. C'est-à-dire pourquoi ce diplôme vous intéresse. Voilà. La lettre de motivation, faut qu'on comprenne votre motivation. Nous, quand on lit votre lettre, on doit comprendre. Voilà pourquoi il veut venir là et pourquoi il a envie de venir chez nous. Si dans la lettre de motivation, c'est une lettre type qui est identique aux 500 candidatures que vous avez faites, ça ne va pas aller. Il faut vraiment que vous montriez pourquoi ce diplôme vous intéresse et quelle est la cohérence entre ce qu'a été votre parcours jusqu'à présent, pourquoi vous voulez faire le DJCE en fonction de ce que vous ambitionnez. On ne vous demande pas d'avoir déjà un parcours professionnel déterminé. De toute façon, vous allez peut-être changer 15 fois en 2 ans, et tant mieux, parce que vous allez découvrir plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux secteurs. Donc, on ne demande pas que les choses soient figées. Mais si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, eh bien, vous l'indiquez. Donc, ça, c'est très important. Il faut qu'on découvre votre motivation. Vous pouvez aussi insister sur vos stages, expériences professionnelles ou expériences… Alors, je n'ai pas parlé de l'associatif, du caritatif, mais si vous êtes investi dans des associations, si c'est un investissement un petit peu significatif, il faut évidemment en faire état. Ça nous intéresse. Si vous avez travaillé pendant 10 ans comme trésorier d'une association, peu importe, on va dire, d'accord, donc il connaît déjà le droit des groupements, il connaît un peu la compta, nous, ça nous intéresse. Donc, ça, c'est des choses dans la lettre de motivation sur lesquelles vous pouvez insister en expliquant, du coup, quelle qualité ça vous a permis de développer. Par exemple, le travail en groupe, les facultés d'adaptation. Mais il faut que ce soit, comment dire, réel, il faut que ça accroche. Il ne faut pas des phrases toutes faites. Il faut vraiment que vous fassiez la preuve. C'est quelle est ma motivation, quelles sont mes qualités, mes compétences. Et voilà pourquoi j'ai ces qualités et ces compétences. Et puis, voilà, si vous avez eu des accidents de parcours, des redoublements, des problèmes de santé, n'hésitez pas à l'expliquer. Alors, il y a des professeurs qui vous diront que c'est une mauvaise idée. Nous, avec Philippe Oudonneau, on aime bien comprendre. Quelqu'un qui a eu des très bons résultats en première année, qui s'est écroulé en deuxième année, et puis qui a des bons résultats en troisième année, donnez-nous des éléments d'explication sur ce qui s'est passé en deuxième année. Et puis on pourra, si on vous auditionne, voilà, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes de décès, de tout ce que vous voulez, qui peuvent expliquer. Un accident de parcours, c'est pas grave. Un redoublement, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous, on comprenne la dynamique
Et évidemment, dans les facteurs qui pour nous vont être importants, ben, il y a évidemment les relevés de notes, les mentions. Donc évidemment, on va tenir compte des mentions. Alors, le dossier type d'un étudiant qui est pris chez nous, c'est à peu près mention tous les ans, sauf s'il y a eu un accident qu'on peut expliquer. Mais c'est quand même, l'idée, c'est que si vous avez été toujours en dessous de 12 pendant 3 ans, compte tenu du niveau de sélection, ça va être compliqué pour nous de vous prendre, même si vous êtes ultra motivé, vous êtes plein de compétences. Hein. Par contre, si vous commencez à avoir eu 12, puis des fois 13, et puis peut-être 14 et une fois 15, bon, ben là, ça fait partie des bons dossiers. Hein. Il ne faut pas non plus avoir eu que des mentions très bien pendant 3 ans pour être pris. Hein, voilà. Après, on va porter une importance particulière, indépendamment des moyennes générales. On regarde les notes aux écrits, les matières à TD. Et puis, on regarde aussi les notes de TD, parce que vous pouvez très bien avoir eu un accident dans des matières d'écrit. Si vous avez d'excellents TD, et puis en L3, on connaît tous vos chargés de TD, hein, on sait très bien comment sont mises les notes. Donc, si vous avez des très bons TD et puis des accidents à l'écrit, bah, peut-être que c'est au moment de l'entretien, il pourra nous expliquer bah, qu'est-ce qui s'est passé sur vos écrits, pourquoi vous avez 8 à l'écrit et 16 en TD. Hein. Donc, ça, c'est aussi des choses. Donc, c'est pas rédhibitoire si vous avez une mauvaise note à l'écrit, mais on aimera comprendre pourquoi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, comment dire, c'est le niveau auquel vous êtes arrivé. Même si vous partez d'un peu loin, si vous avez un dossier où on voit le potentiel, nous, ça va nous intéresser. Voilà. On ne peut pas être plus précis parce que c'est vraiment du cas par cas, mais ne faites pas de l'autocensure en vous disant j'ai pas eu mention bien tous les ans, je ne demande pas le DJCE. C'est pas vrai. Hein. Nous, on a des étudiants, tu es d'accord, Philippe, hein, ils avaient peut-être eu 12, 13, voilà, et puis ils se sont réveillés en Master 1, puis là, ils ont explosé parce qu'il y avait un vrai potentiel. Hein. Donc, vous êtes encore jeune, vous avez peut-être fait beaucoup la tête, voilà, tout ça, on peut comprendre, mais on veut quand même, nous, avoir des bons étudiants parce que c'est un diplôme sélectif, mais ce qu'on appelle un bon étudiant, c'est pas forcément que les premiers de la classe ont des mentions très bien. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit. Je veux bien rebondir pour dire que effectivement ce qu'on veut, je reviens un peu sur les gens passionnés, engagés, investis et investis non seulement dans leurs études, mais engagés par ailleurs, passionnés. Et donc Florence a cité les activités sportives, artistiques, caritatives. Et sur le plan caritatif, moi, je suis quelqu'un qui me dit j'ai fait des maraudes tous les jeudis soirs, il n'y a rien à voir avec le droit, mais j'ai fait des maraudes tous les jeudis soirs au profit de la Croix-Rouge ou du Secours catholique ou populaire, je trouve ça superbe. Ça montre une volonté d'investissement et vraiment, il faut le mentionner, il faut le mentionner. Là, vous avez vraiment un trait distinctif par rapport à un certain nombre d'étudiants et donc, ça, pour nous, c'est un élément très important. C'est un élément très important. Ça, c'est le premier point. Alors, il y a une question qui vient d'arriver sur c'est quoi une bonne note alors, je ne sais pas si je te laisse répondre sur c'est quoi une bonne note. Mais pour moi, c'est au-dessus de 12 en tout cas. Alors voilà, on va partir de l'idée que les bonnes notes, c'est à partir de 12. Voilà, puis après, c'est de 12. Mais encore une fois, s'il y a un accident, c'est pas parce que vous avez eu 6 en droit des obligations en deuxième année qu'on va pas vous prendre. Hein. On vous demande pas d'être excellent tout le temps parce que ça, c'est pas possible. Il y a forcément un moment, on n'était pas en forme, on n'a pas senti le sujet. On essaie d'avoir une appréciation assez fine. Hein. Mais on peut pas être plus précis que ce qu'on vous a dit. Si vous avez jamais eu de mention et si vous avez approché une fois 11-8, là, clairement, ce sera insuffisant compte tenu du niveau des dossiers qu'on a, parce que c'est quand même un diplôme qui est assez réputé, donc il y a quand même des bons étudiants qui candidatent. Voilà. Après, encore une fois, on ne demande pas des mentions bien et très bien tous les ans, hein, absolument pas. Hein. Voilà. Donc, mais l'idée quand même, c'est qu'il faut quand même avoir un peu eu des mentions et être un peu au-dessus de 12 tous les ans, hein, pas systématiquement tous les ans, mais on peut avoir, par exemple, 12, pas de mention en deuxième année, mais si vous avez 16 en L3, on s'en moque qu'il n'y ait pas de mention en deuxième année. Hein. Voilà. Mais on peut difficilement être plus précis parce qu'il y a beaucoup de critères et de paramètres qui rentrent en compte dans l'évaluation des dossiers. Et sur la lettre de motivation et les activités, soyez vraiment, nous racontez pas des cracks parce qu'on va vous convoquer à l'entretien et alors là, quand même une capacité à faire parler qui est évidemment significative. Et donc là, le pire du pire, c'est de s'apercevoir que bon, tout ça, c'était bien gentil, mais c'est globalement du pipeau ou de la flûte.
Et alors là, évidemment, le dossier il est enterré tout de suite. Donc, et d'ailleurs, l'entretien sera court. Donc, Tu te rappelles, Philippe, une année, ouais, je fais de l'athlétisme, je cours beaucoup. Bon, il se trouve que Philippe court beaucoup, moi un petit peu, moi, mais et en fait, ah ouais, vous faites combien? Vous courez combien de temps? Quelle moyenne et tout? Voilà, bon ben non, ne jouez pas à ça. Ou alors littérature. Ah ben j'ai lu un Marc Lévy quand j'étais en deuxième année. Ben ça, c'est pas ce qu'on peut appeler une passion pour la littérature, hein. Et à l'inverse, ouais, l'année dernière, tu te rappelles, on avait un étudiant dont on a parlé de son entretien, de son audition, on a ouais. parlé quasiment que de littérature. Ou alors, on peut parler de cuisine. Voilà, j'adore la cuisine. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites? En fait, il faut quelque chose qui définisse ce que vous êtes. Voilà. Donc, il faut quelque chose de significatif. Donc, ne mettez pas des choses juste pour faire plaisir, parce que ça passe pas. C'est le moment de vous poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui me définit? C'est quoi? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et tout ça, c'est aussi un petit peu introspectif, hein. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'est le moment de vous poser toutes ces questions et de le restituer dans vos CV de lettres de motivation. Oui, Philippe, je te redonne la parole parce que je t'ai coupé. Non, non, oui, non, non, mais c'était effectivement. Je pense que, bon, après, on aura l'occasion de rentrer dans le détail, mais effectivement, sur la lettre de motivation, soyez plutôt synthétique, hein. Il doit y avoir deux, trois idées, pas plus, parce que moi, quand il y a trop d'idées et trop de phrases, je suis perdu, je ne sais plus ce que vous voulez dire, enfin bref, j'y comprends rien, et donc ça ne m'intéresse plus. Donc, soyez clair dans l'argumentation, ou en tout cas la démonstration que vous voulez apporter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire plus tard, quoi. Et l'important, c'est surtout ce que vous êtes. Parce que ce que vous voulez faire, de toute façon, ça va évoluer en fonction des intervenants, des rencontres que vous ferez, etc. Et effectivement, c'est clair qu'à la sortie de la licence, on ne sait pas forcément précisément ce qu'on veut faire plus tard. Donc ça ne me semble pas très important, mais ce qui me semble important, c'est qu'est-ce que vous êtes. Nous, on cherche des potentiels, et c'est pour ça que quand Florence vous disait un accident de parcours, c'est pas grave, ça, je suis totalement d'accord avec ça, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir votre potentiel, et donc de voir, nous, on essaye de s'imaginer ce que vous allez être dans 2 ans. 2 ans après la licence, qu'est-ce que vous serez? Alors, c'est pas facile à imaginer, mais en tout cas, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Euh, et donc, aidez-nous pour qu'on soit convaincus du bien fondé de votre candidature. Alors, dernière chose sur CV, lettre de motivation, pas de faute d'orthographe. Si vous avez une lettre de motivation qui est mal rédigée, mal présentée, là, on va se dire, mais il n'est pas sérieux. On a le droit de faire des fautes d'orthographe, mais dans ce cas, on se fait relire, on prend un correcteur d'orthographe, hein. Donc, faites relire tout ça, même si autour de vous, les gens ne sont pas juristes, ils sont capables quand même de relire une lettre de motivation, de voir si c'est clair, s'ils comprennent, si c'est bien écrit. Donc, faites-vous relire. Et puis, soyez très attentifs à la présentation formelle. S'il n'y a pas de marge, si c'est écrit trop petit, si on, voilà, nous, ça ne nous donnera pas envie, hein. Il faut quand même, là, vous mettre en situation. Mettez-vous à notre place. Voilà, on va en avoir des tonnes, des milliers. On ne peut pas faire trop d'efforts quand même. Donc, c'est à vous de nous faciliter les choses, hein. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Et c'est vraiment une rigueur, ce qui est la même quand vous faites une copie d'examen, un TD ou vous faites une lettre de motivation. C'est écrit dans une langue sobre, synthétique, claire et c'est bien présenté, hein. Sinon, ça ne va pas. Alors, moi, je n'ai pas accès au chat pour une raison qui m'échappe, mais Philippe, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, j'en suis toujours à cette question là, sur la bonne note, c'est tout. Alors, même sur les critères de sélection, aucune question, tout était clair. Donc, ce qu'on va vous demander. Bon, bah, écoutez, Moi, pardon, j'avais une question, excusez-moi. allez-y. Euh, Est-ce que vous gardez quand même des places, même si vous avez que des bons étudiants à Bordeaux, pour des étudiants hors Bordeaux, justement, ou si jamais vous avez toutes les places prises pour Bordeaux, vous prenez pas d'étudiants locaux? Alors, à Bordeaux, on est horrible, on déteste les gens qui viennent pas de Bordeaux, donc on prend personne. Non, non, bien sûr que non, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'attache chaque année à avoir une partie des étudiants qui ne vient pas de Bordeaux, hein. Et les bons candidats extérieurs, donc c'est via la sélection nationale que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur le site de la FNDE, mais vraiment, on est très attaché. Alors, on prend les bons étudiants bordelais, mais pas que, hein. Et des fois, on a pris 28 étudiants au lieu de 25 parce qu'il y avait trop de bons étudiants et on est allé un petit peu au-delà de notre capacité d'accueil parce qu'on pensait que les personnes en valaient vraiment la peine, hein. Donc, on est très ouvert, à la fois évidemment à garder nos bons étudiants. Ils ont fait toutes leurs études à Bordeaux, on ne va pas les jeter s'ils ont rempli leur part du contrat, mais il y aura toujours des places. Et chaque année, Philippe, tu en attestes, hein, on a toujours eu des places pour des bons étudiants extérieurs et on s'en est toujours félicité. Oui, je pense qu'on en est bien content. Euh,
Alors, une question que je vais dire si Florence ne veut pas. Oui, Bonjour, étant en licence de droit français et droit espagnol, je passe ma L3 en Erasmus à Madrid. Comment percevez-vous l'Erasmus et les notes que je peux obtenir durant cette année s'agissant d'une notation sur 10 et d'exigences méthodes différentes? De plus, est-il pertinent d'indiquer mon niveau d'espagnol en plus de mon niveau d'anglais? Alors, excellente question. Alors, évidemment, on a parlé de l'anglais, mais si vous avez des compétences linguistiques autres, il faut le mentionner, hein. Oui. Si vous parlez allemand, italien, espagnol, si vous avez, par exemple, une origine maghrébine et que vous parlez très bien le marocain ou l'algérien ou que sais-je, ou l'africain, enfin, ou une langue, enfin voilà, le togolais ou tout ce que vous voulez, indiquez-le parce que ça, c'est un plus, hein. Et je voudrais en profiter pour dire qu'on est très attaché aussi à la diversité alors je ne sais plus comment on peut le dire pour être politiquement correct, mais à la diversité des profils et des origines des étudiants. Et on aime bien avoir dans nos promotions des gens aussi qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, parce que c'est un enrichissement et l'expérience montre qu'il y a de la place pour ces personnes qui ont une double culture, que ce soit franco-américain, franco-marocain, franco-tunisien, franco-nigérien, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des tas de cabinets qui sont implantés dans ces États et qui ont besoin d'avoir des personnes qui parlent les deux langues et qui connaissent les deux cultures. Donc, faites état de votre niveau de langue, évidemment, quelle que soit la langue. Et donc, vous, dans votre cas, évidemment, faites part de votre niveau espagnol parce qu'il y a plein de cabinets qui cherchent des gens qui parlent très bien l'espagnol, hein. Ça, c'est évident. Alors, sur Bordeaux, évidemment, et pas que. Alors, Et d'ailleurs, cette année, en Master 2, on a un étudiant marocain d'origine qui va faire son stage à Casablanca chez un gros cabinet international, puisque c'est Baker McKenzie. Effectivement, ça l'aide. Ça aide clairement. Donc, effectivement, le fait de parler une autre langue que l'anglais, alors l'anglais est nécessaire, ça c'est sûr, mais une autre langue peut être un plus dans un certain nombre de situations. Donc, il faut absolument le mentionner, hein, absolument le mentionner. oui, et transformez ce que vous êtes en force. Ne vous dites pas, parce que souvent on a eu ça, des gens qui se disent, oh là là, bon, je viens d'un autre pays, d'une autre culture, donc j'aurai ma place nulle part. C'est pas vrai. En tout cas, nous, on fera tout pour vous aider à trouver des alternances et vraiment, c'est une richesse. Donc ça, mettez-le en avant parce que c'est une richesse. Évidemment, de parler deux langues, d'avoir deux cultures, c'est une richesse. Donc, regardez ce que vous êtes et transformez en force ce que vous êtes. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que c'est une force, ben les autres n'en seront pas convaincus, hein. Donc, voilà, parce que trop souvent, on a des gens qui sont un peu écrasés par les... Voilà, vas-y Philippe, parce que c'est important ça. Non, mais effectivement, on est toujours sur le point de votre parcours, de ce que vous avez fait, et donc de ce que vous êtes en réalité. Parce que quand vous faites Erasmus, eh bien, effectivement, ça vous transforme. Et le fait, j'ai une question là, faut-il également renseigner, s'il vous plaît, le fait d'avoir fait d'autres études avant le droit, école de commerce, etc. Ben, à l'évidence, je veux dire que c'est un très gros plus d'avoir fait une école de commerce. Donc, quand vous avez un double cursus droit école de commerce, évidemment, c'est un gros plus. Donc voilà, donc j'espère que vous comprenez l'esprit dans lequel on est. On cherche des profils variés, diversifiés, et c'est vrai qu'on est très content de plus ou moins dans chaque promo, il y a une personne qui vient d'une école de commerce, qui a une formation comptable, de gestion, etc. Et ça permet justement de, quelque part, tirer un peu la promotion par le haut. Donc, et c'est vrai pour les langues, c'est vrai pour tout. Donc, on cherche des profils diversifiés. Absolument. Et pour repartir sur la première question, comment percevez-vous les notes? Alors, le problème quand vous êtes en L3 en Erasmus, c'est que les résultats de L3 ne sont pas forcément probants parce qu'on ne sait pas comment on va noter cette université. Selon les pays, il y a des gros décalages. Donc là, on va vraiment s'attacher aux 2 premières années. Et cette année, on a pris en DGCE 2 étudiants qui venaient d'un cursus international, donc avaient fait leur 3e année au Royaume-Uni, je crois. Eh bien, on s'est attaché à leurs 2 premières années. On s'est dit, les matières qu'ils n'ont pas fait en France, ils les rattraperont. Ben voilà, ils auront plus de travail parce qu'ils n'ont pas fait le droit des sociétés françaises, le droit des sûretés, le droit commercial, etc. Et ben, ils rattraperont ces matières, mais en même temps, ils auront fait du droit anglais, du droit irlandais, du droit européen, ils auront fait plein d'autres choses. Donc, on a plutôt un a priori favorable pour les profils Erasmus, même s'il n'y a pas eu de L3 en France. Mais là aussi, on va chercher des étudiants qui ont un gros potentiel, et ça, c'est sur les 2 premières années qu'on va essayer de déceler,
parce qu'on sait qu'il y a toute une série de matières qu'il faudra qu'ils rattrapent. Et on est très content parce que ces 2 étudiants, ça se passe super bien, ils ont rattrapé les matières, ils ont trouvé des bons stages alternance. Donc, si vous voulez, on est très confiant parce qu'on sait qu'on a déjà pris souvent des Erasmus et ça se passe bien. Et d'avoir passé 1 an à l'étranger, on va quand même pas vous dire que c'est un handicap. Sinon, on est en totale incohérence avec tout ce qu'on vous raconte depuis le début. Hein. Donc non, c'est pas du tout un handicap d'avoir fait Erasmus si on sent le potentiel et l'aptitude à rattraper les matières que vous n'aurez pas suivies. Alors, il y a une autre question qui est, faut-il également renseigner non. Bonsoir, sur la plateforme, dans les prérequis, il est mentionné les voyages. Quelle importance y accordez-vous, s'il vous plaît? Là, je suis plus nuancé sur les voyages, tout dépend de ce qu'on a fait. Est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que c'est 6 mois? Si évidemment vous avez fait 6 mois aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que d'avoir passé 15 jours à New York City, je sais pas quand. Bon. Et puis tout dépend. Oui. Alors, après, c'est ça. Hein. Si c'est un séjour suffisamment long, par exemple, vous avez travaillé 3 mois dans un pub à Dublin, ou vous avez été jeune fille au pair à Galway, bon, bah là, voilà, hein, plusieurs mois dans un pays, c'est évidemment très important. Si c'est une série de voyages touristiques très courts, vous pouvez le mentionner, mais ou alors voilà, si vous êtes allé en Asie, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, oh, tiens, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, comment il a fait, qu'est-ce qui l'intéresse? Donc là aussi, c'est à vous de voir si vos voyages sont significatifs ou pas. Donc c'est aussi à vous d'évaluer tout ceci. Hein. Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions Je crois qu'on a fini pour les questions pour l'instant. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être dire un petit mot sur les débouchés, non? Bah, vas-y, voilà, exactement. À toi, Philippe. Parce que là, c'est la récompense finalement. Donc, les débouchés, on l'a dit en intro, hein, sont importants et significatifs pour les DJCE. Alors, pour plusieurs raisons. Hein. Il y a le fait que les étudiants sont bons, que les enseignements sont connus et reconnus, et d'autant plus que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'intervenants professionnels. Bon. Et les intervenants professionnels, eh bien, ils viennent pour transmettre leur savoir-faire, mais également pour quelque part repérer des bons étudiants qui auraient le profil pour leur cabinet ou le département juridique ou le département fiscal du groupe dans lequel ils travaillent. Donc ça, c'est effectivement un point important qui contribue à faire qu'il y ait des offres d'emploi. Le deuxième point, c'est évidemment l'apprentissage, hein, puisque lorsque l'apprenti a donné pleine satisfaction, si jamais effectivement il y a un poste à pourvoir parce qu'il est turnover, etc., eh bien, on va sans doute penser à lui. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a un esprit de corps qui est bien marqué au niveau des DJCE, hein, de France et Navarre, et c'est vrai que eh bien, les anciens DJCE qui sont un peu aux commandes quelque part, hein, en termes de recrutement, bah, ont sans doute, ont souvent, très souvent tendance à privilégier la même filière, et ce qui explique qu'effectivement, il y a une très bonne accroche. Hein. Donc, à partir de là, voilà sur les raisons un peu qui font que il n'y a pas de problème de débouchés. Après, ces débouchés, ils sont variés. Alors, sur le plan géographique, c'est Paris, région parisienne ou Nouvelle-Aquitaine essentiellement, mais ça peut être dans d'autres régions de France. Hein, on a des exemples. Et puis, en termes de job stricto sensu, alors là, évidemment, les deux grosses branches, ce sont avocats et puis juristes ou fiscalistes d'entreprise, même si effectivement, il y a des métiers en parallèle, enfin en parallèle, d'autres métiers dans lesquels les gens peuvent être amenés à travailler dans d'autres professions libérales, pour travailler dans un cabinet d'expertise comptable, dans un cabinet de
mandataire liquidateur. Il y a d'autres jobs périphériques qui sont pris, même si en termes de volume, c'est essentiellement avocat et puis fiscaliste ou juriste d'entreprise. Et puis, j'allais oublier l'administration fiscale, parce que chaque année maintenant, alors ça c'est un point, mais vous le verrez pour ceux qui viennent à la conférence, c'est que les jobs d'administration fiscale sont très intéressants. Et c'est vrai que chaque année maintenant, au DGCE, il y a au moins une personne chaque année qui rentre dans l'administration fiscale, après avoir fait le DGCE. Pourquoi? Parce que les postes sont très intéressants. Les postes sont vraiment très intéressants dans l'administration fiscale. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont tentées chaque année, en fait. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les débouchés. Non, mais peut-être répondre à la question. Le DGCE a-t-il une envergure internationale permettant d'aller travailler à l'étranger après la formation? Faudra-t-il des compléments? Alors, il y a beaucoup d'anciens du DGCE qui peuvent travailler à l'international. Pour une expérience à l'international, on a aussi beaucoup d'étudiants qui passent un LLM après leur Master 2 pour vraiment avoir un complément. Donc là, il n'y a pas de réponse type. Il est évident que vous pourrez aller travailler à l'étranger, mais peut-être qu'un complément pourra être utile, notamment un LLM dans un autre pays. Et ce que je voulais ajouter par rapport à l'apprentissage, c'est que, alors nous, vous l'avez compris, on a quand même un réseau assez important de professionnels autour de nous. Nos étudiants ont eu assez peu de problèmes quand même pour trouver des contrats d'apprentissage. Ceux qui ont choisi la formule du stage, parce que l'apprentissage n'est pas une obligation, ce sont essentiellement ceux qui voulaient partir à l'étranger, parce que l'apprentissage n'est pas possible à l'étranger. C'est réservé aux sociétés françaises. Et là, on avait des étudiants au Maroc ou au Luxembourg, et là, ils ont privilégié la formule du stage. Mais s'agissant de l'apprentissage, on vous demandera aussi de mobiliser vos propres contacts. Vous avez peut-être fait des stages qui se sont bien passés, les gens sont prêts à vous reprendre. Vous connaissez peut-être des gens qui travaillent dans les cabinets, où chaque année, on a des étudiants qui, par leurs propres moyens, ou parce qu'ils ont répondu à des offres comme ça, ou qu'ils ont fait des candidatures spontanées, ont trouvé de très, très beaux apprentissages dans des directions fiscales, dans des directions juridiques. Là, on en a un Master 1 qui vient de trouver un contrat d'apprentissage chez Gide. Alors, nous, on n'a pas forcément des contacts privilégiés avec Gide. Il a trouvé par ses propres moyens. Donc, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ce sera à vous de faire des recherches personnelles, de mobiliser vos connaissances ou de faire des candidatures spontanées. Et puis, en tout état de cause, nous, on a un certain nombre de partenaires qui nous recrutent des personnes tous les ans et on mettra bien évidemment à disposition notre réseau professionnel. Donc, vous l'avez compris, nous, on fera tout pour que ces 2 années soient intéressantes, utiles, agréables, passionnantes. Mais pour ça, il faut aussi des étudiants qui soient investis à 100%. Et je crois que ce sera un petit peu notre mot de la fin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens motivés et passionnés en face de nous. Philippe, le mot de la fin? Non, mais je pense que tu as bien résumé. Moi, je voulais juste dire à l'étranger, rajouter qu'effectivement, chaque année, on fait des lettres de recommandation pour les LLM à un certain nombre d'étudiants qui viennent d'obtenir le DGCE et qui veulent continuer parce qu'ils vont vouloir travailler aux États-Unis, etc. Et donc, on fait des lettres de recommandation. Donc voilà, donc vous avez compris qu'on attend beaucoup de vous, beaucoup d'investissements. Donc, et que vous soyez effectivement très, très motivé. Parce que là, pour le coup, c'est, en tout cas, moi, pour parler de la dernière année, la deuxième année, Master 2, c'est vrai que c'est un investissement qui est lourd. C'est un investissement qui est lourd. Il ne faut pas se le cacher. Alors, effectivement, le fait de travailler en équipe fait que ça a un caractère très sympa, quelque part, et nouveau. Mais l'investissement est quand même lourd. L'investissement est lourd, il ne faut pas se cacher. Mais effectivement, il y a une contrepartie qui est effectivement qu'ensuite, vous n'aurez pas de problème pour trouver du travail et surtout un travail très intéressant. Voilà, écoutez, on va vous quitter. On vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir. Au revoir.